Madame, Monsieur, bonsoir. Dossier du Sahara et blocage maintenu de l'Algérie au processus politique de celui-ci. Et l'actu, c'est cette dernière réunion à huis clos du Conseil de sécurité sur ce dossier du Sahara. Une session de consultation avec la MINURSO, représentée par Alexander Ivanko, représentant spécial de l'ONU pour le Sahara et chef de cette mission, ainsi que l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, Staffan de Mistura, qui a présenté son exposé suite à ses visites et différentes rencontres avec les parties prenantes, dont certaines se sont tenues tout récemment à New York. Nous allons y revenir certainement dans cette émission. C'est le premier briefing de l'année pour Staffan de Mistura, briefing qui a été présidé, rappelons-le, par la Russie, qui prend la présidence tournante du Conseil en ce mois d'avril, mais avec la politique de déni que s'obstine à mener le pouvoir algérien, qui rejette le processus des tables rondes, pourtant considéré comme sans autre alternative par le Conseil de sécurité. Difficile de voir comment les choses vont évoluer. Et bien sûr, ces tables rondes, d'ailleurs, ont vu la participation de l'Algérie. Rappelez-vous, c'était en 2018 et en 2019. Force est de constater donc que l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU peine à convaincre l'Algérie. Par ailleurs, que faut-il attendre des consultations, cette fois avec la MINURSO? Pour répondre à cette question et à bien d'autres, et pour le débat de ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau professeur Zakaria Boudahab, professeur de Relations internationales à l'Université Mohamed V de Rabat. Bonsoir, professeur Boudahab. Bonsoir, Madame Khadija. Meilleurs vœux El Fitra et à tous nos chers téléspectateurs. Barakallahu fik alina wa alik. Merci beaucoup. Avec nous également, professeur Mustafa Shemi. Bonsoir, professeur Shemi. Bonsoir. Je rappelle donc que vous êtes professeur de droit et politologue. Se joint à nous depuis Dubaï, Mohamed Badin Liatioui, professeur de relations internationales à l'Université américaine de Dubaï. Bonsoir, professeur Badin Liatioui. Wa Eid Moubarak. Bonsoir, Allah Barak Fik, merci beaucoup. Bonne fête à tous, Mabrouk el-Eid par avance. Merci beaucoup. Alors, donc, on va bien sûr commencer, messieurs, par parler de cette réunion à huis clos au Conseil de sécurité. Professeur Shemi, j'ai introduit un peu ceux déjà qui ont participé à cette réunion à huis clos, mais comment ça se passe concrètement dans ce genre de consultation? C'est un agenda semestriel qui a été décidé par le Conseil de sécurité depuis des années. Qu'est-ce qu'il y a dans l'agenda formel? Il y a la réunion du Conseil de sécurité au mois d'octobre de chaque année. Donc c'est extrêmement... Ça avait d'ailleurs varié, il y avait 2 sessions, tout ça. Maintenant, c'est rentré dans la pratique onusienne. Octobre et fin octobre, inscription de la question nationale lors du jour du Conseil de sécurité, avec toujours 2 points. L'évaluation des avancées ou non de la question nationale et puis le rapport fait par le chef de la MINURSO. C'est une réunion informelle. C'est également une réunion à huis clos. Il n'y a pas de communiqué. En revanche, on arrive à savoir indirectement, pas évidemment, ce qui se passe, ce qui se dit. Ce que l'on peut observer pour cette réunion, c'est qu'elle a été inscrite dans l'agenda du Conseil de sécurité dès le 1er avril, Conseil de sécurité qui est présidé mensuellement, vous l'avez dit, présidence tournante par l'ambassadeur russe. Sur ça, une parenthèse, certains s'étaient émus de cette présidence russe du Conseil de sécurité en arguant que peut-être il allait peser sur le cours des choses. Tel n'est pas le cas. Il est président, c'est un président administratif, protocolaire en quelque sorte. C'est protocolaire, absolument. Il n'a pas la main. Il n'a pas la main parce qu'il y a les autres membres permanents et non permanents du Conseil de sécurité. Et puis, j'ajouterai que la position diplomatique de la Fédération de Russie au sein de l'ONU est quelque peu fragilisée par ce qui se passe à propos de l'Ukraine. Et donc, sûrement, il a dû faire profil bas. Alors, pour cette réunion, rien de nouveau, si je puis dire, rien de nouveau, c'est-à-dire le dossier national. La question nationale est en stand-by, avec 2 éléments tout de même. Le premier élément, c'est 3 semaines auparavant, le mouvement séparatiste qui a décidé d'autoriser l'approvisionnement de la MINURSO dans 2 sites, Tifariti et Mhares, parce que c'était fermé, on va y revenir. Et le deuxième élément, c'est quand même maintenant
la mobilisation de la majorité des membres du Conseil de sécurité pour avancer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un envoyé personnel, vous l'avez dit, Staffan de Mistura, envoyé personnel, secrétaire général de l'ONU. Il faut bien que ça avance, il faut bien que ce processus soit relancé. Dernier point, l'isolement de l'Algérie, mais on va sûrement y revenir. Professeur Abou Dahab, peut-être une information complémentaire par rapport à l'objet et surtout aux objectifs de telles réunions au Conseil de sécurité. Du point de vue du droit international, et tel que mon ami le Stade Sahimi vient de le dire d'entrée de jeu, c'est d'abord une responsabilité onusienne, le Conseil de sécurité étant le gardien de la préservation de la paix et de la sécurité. Traditionnellement, depuis plusieurs années, au moins depuis 2007, en avril d'ailleurs, lorsque le Conseil de sécurité a pris acte du plan marocain d'autonomie, il y a toujours des évaluations à mi-parcours. En moyenne, c'était tous les années. Parfois, on est revenu à 6 mois. C'est d'abord la date du renouvellement du mandat de la MINURSO, parce qu'il y a un budget qui a été affecté, et en même temps, superviser le cessez-le-feu. Aujourd'hui, le cessez-le-feu a été rompu en raison des agissements irresponsables des milices du Polisario. Et par ailleurs, il faudra quand même que les membres du Conseil de sécurité, les permanents et les non-permanents, soient informés de l'évolution opérationnelle sur le terrain, parce qu'elle est fragile aujourd'hui après cette rupture. Et il s'agit également de préparer la prochaine échéance, c'est-à-dire octobre 2023, à la suite de la résolution 2654 d'octobre 2022, pour préparer le terrain à l'adoption d'une nouvelle résolution qui certainement va retenir le plan marocain d'autonomie comme étant un élément central. Maintenant, il s'agit de se poser des questions, je crois, substantielles. Au final, à quoi cela pourrait servir? À chaque fois, des présentations de ce genre. Oui, d'accord, il y a par-ci, par-là des échauffourées, des escarmouches, etc. Mais au final, c'est toujours l'Algérie qui revient comme un leitmotiv dans les débats et dans les discussions, qui est le principal facteur aujourd'hui de blocage, il faut le dire, pour sortir de cette impasse intenable aujourd'hui. Alors c'est une impasse intenable et donc vous avez parlé de la fragilisation de ce genre de processus, mais aussi la fragilisation et la difficulté de la mission de Staffan de Mistura, parce que quand il a pris justement ses fonctions en tant qu'envoyé particulier ou spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara, eh bien, il y a eu un événement majeur, c'est la décision de l'Algérie, unilatérale, rappelons-le, de rompre ses relations diplomatiques avec le Royaume du Maroc. Mohamed Badil Yatiwi, est-ce que c'est un élément qui risque vraiment non seulement de freiner, mais de ne pas pouvoir anticiper ou se projeter sur un probable retour à la table des négociations et à ces tables rondes de l'Algérie, tout simplement. Et donc, en gros, cette réunion à huis clos, comme le disait à juste titre Abou Dahab, ne servirait pas à grand-chose et n'aiderait pas non plus Staffan de Mistura dans cette mission qui est des plus difficiles par rapport comparé à d'autres envoyés spéciaux avant lui. La mission est très difficile et bien entendu, on ne peut pas mettre de côté la décision du pouvoir algérien de rompre les relations diplomatiques avec le Royaume du Maroc. C'est une décision qui a une très grande portée, au-delà du symbole, puisque sur cette question, on sait qui est derrière le mouvement séparatiste, on sait qui le finance, on sait qui l'accueille, l'héberge, et le soutient aussi bien financièrement, logistiquement que diplomatiquement. Et donc, on ne peut pas distinguer ces deux éléments-là, c'est-à-dire la discussion et les tables rondes, et d'un autre côté, la relation bilatérale. Mais d'un autre côté, si on essaye de comprendre les raisons qui ont poussé le régime algérien à faire ça, c'est son incapacité et c'est aussi son manque de volonté de vouloir rechercher une solution à ce conflit artificiel. C'est-à-dire que pour le régime algérien, gagner du temps dans le soutien aux séparatistes, mais aussi gagner du temps finalement face aux avancées diplomatiques du Maroc, le seul moyen pour eux, c'est de faire de l'obstruction et ne pas vouloir participer à ces tables rondes et aussi avoir rompu les relations diplomatiques avec des prétextes qui sont plus que discutables et qui sont fallacieux, font que finalement, ils cherchent à repousser l'échéance des tables rondes, l'échéance des négociations, puisque tout le monde sait que si on a l'Algérie qui participe à ces tables rondes, le Polisario, qui est un mouvement séparatiste,
acceptera de participer, parce que le Polisario n'a aucune marge de manœuvre vis-à-vis d'Alger. Si l'Alger fait de l'obstruction, ben, finalement, le Polisario aussi refuse de participer et on est face à une situation de blocage, que ce soit pour M. de Mistura ou pour n'importe quel autre envoyé spécial. Donc ça pose un véritable problème même sur le fonctionnement onusien, puisque toutes les résolutions ont rappelé le rôle de l'Algérie. 2654 l'a aussi rappelé très justement, la 2654, et on est face à cette situation de blocage où on a un pays qui a décidé de mettre comme priorité de son agenda diplomatique la question de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de son voisin, qui refuse de voir avancer les choses, qui quelque part aussi n'a pas de stratégie alternative pour contrer cela et se retrouve à faire de l'obstruction permanente, que ce soit en bilatéral ou en multilatéral. Et c'est assez triste. Alors, la question du Sahara qui fait partie intégrante de l'agenda diplomatique, mais aussi politique, militaire, économique. Bien sûr. Tout, en fait, tous les agendas, même médiatiques, surtout médiatiques d'ailleurs, en Algérie. Et effectivement, il y a vraiment des questions à se poser parce que parfois notre cause nationale dépasse même dans l'agenda du pouvoir algérien les causes des Algériens. Safa Sahimi. Oui, vous vouliez rebondir peut-être ou si vous voulez j'y bien. vais, naturellement. Ouais. Donc, j'attendrai pour ma question. Non, je posais votre question. Non, en fait, moi, je juste... vous avez parlé de la Russie, il y a aussi les États-Unis. Est-ce que les États-Unis seraient en train de préparer quelque chose dans ce sens, en ce qui concerne le dossier du Sahara à l'ONU? Ce qu'on peut dire, n'ayant pas d'informations privilégiées... Des hypothèses. Nous sommes dans l'hypothétique parce que c'est une réunion avec nous. C'est que du point de vue du département d'État, la question du Sahara marocain, telle qu'elle est posée devant les instances du Conseil de sécurité, est une question tout à fait marginale. Je ne le répéterai jamais assez. C'est le 50e ou 60e point des préoccupations du Pentagone, de la Maison-Blanche et du département d'État. Pourquoi ? Parce qu'il y a des acquis, il y a des résolutions du Conseil de sécurité, réitérées depuis des années. Et puis il y a des visites aussi qui se sont multipliées et succédées ces dernières semaines. Vous n'êtes pas sans le savoir, il y a eu la visite bien naturellement de notre chef de la diplomatie. Ça n'est pas en lien avec la question nationale, me semble-t-il. C'est lié à un autre volet important, c'est le socle des relations bilatérales entre Rabat et Washington, décliné sur l'économie, évidemment, sur la lutte antiterroriste, la coopération sécuritaire, la coopération antiterroriste, la coopération militaire. Il y a, dans les prochains jours, vous le savez, pendant près d'un mois, l'opération African Line, donc, qui est extrêmement importante et qui va se dérouler dans des villes du nord du Maroc, mais également, tenez-vous bien, à Tantan, à Mahbès. C'est-à-dire c'est pas une première, hein, Mahbès. Oui, mais c'est pas une première, c'est pas inédit. Oui, c'est vrai, c'était le cas l'année dernière, mais c'est réitéré, c'est de nouveau. Ça prouve bien que l'engagement américain, il est total, il n'est pas à la carte, il n'est pas frileux. Mais cet engagement n'induit-il pas justement la position des États-Unis par rapport à ce dossier du Sahara? Les États-Unis ne peuvent pas faire plus que ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire la reconnaissance en 2020 de la marocanité du royaume sur ses provinces méridionales. Et donc là, nous sommes dans un couloir qui est connu, où il n'y a pas d'entrave, il n'y a pas de ralentissement. Je crois que ça, c'est extrêmement important. J'ajoute un dernier point. Au Conseil de sécurité, les États-Unis sont un membre permanent, mais il y a un membre permanent et un membre permanent. Quand l'ambassadeur ou l'ambassadrice américaine parle au Conseil de sécurité, ça a du poids. C'est la première puissance économique et militaire et stratégique dans le monde. 2, j'ajoute, c'est un détail de procédure, les États-Unis sont traditionnellement ce qu'on appelle le porte-plume du projet de résolution qui est préparé dans chaque mois d'octobre pour être soumis à l'approbation. Donc ça donne de la main, ça donne une manière de faire pression, et je ne pense pas que la présidence russe, comme je l'ai observé, ait quelques effets pour peser sur la tonalité, d'autant qu'il n'y a pas un texte, il n'y a pas une tonalité. Ce que je voudrais ajouter maintenant sur un autre point, c'est que cette réunion du Conseil de sécurité, elle se tient sur la base d'acquis.
Ils ne sont pas là en train de dire qu'est-ce qu'on fait pour la question nationale. Il y a des acquis qui sont sur la table du Conseil de sécurité. Il y a une capitalisation, c'est quoi? C'est la résolution 2654. Mon collègue l'a dit, mes deux collègues l'ont dit, 2654, qui consacre quoi? Qui consacre des constantes, des acquis, en même temps qu'elle a apporté un certain nombre d'ajustements aux précédentes résolutions, notamment la 2602 d'octobre 2021. Les constantes, c'est quoi? Il faut le rappeler pour nos téléspectateurs, une fois de plus, une solution politique de compromis sur la base d'un règlement négocié, la nécessité de l'engagement de l'Algérie, et cette fois-ci, ça a été accentué. L'accent a été davantage mis dans la résolution 2654 sur la nécessité de l'engagement de l'Algérie pour faire montre donc de bonne volonté à la recherche d'une solution. Il y a également comme acquis sur la table les modalités de la relance du processus. Vous avez fait référence aux deux précédentes tables rondes de décembre 2018 et mars 2019 en Suisse. Exact. Et donc, il faut qu'il y ait une troisième table ronde. Mais pourquoi l'Algérie a accepté, en fait, dans le passé, en 2018, en 2019, l'Algérie était à cette table ronde, a participé à cette table ronde? Qu'est-ce qui a changé en 2 ans ou en 3 ans? Je vais aller dans votre sens, si vous le permettez. Non, c'est une question. Hein. Oui, mais en répondant à votre question, je vais aller dans votre sens, oui, si vous le permettez, pour dire ceci. La première table ronde, donc, a été en décembre 2018 à Genève. La délégation algérienne était présidée par qui? Abdelkader Msahel, ministre des Affaires étrangères. Ce n'est pas un fonctionnaire de troisième rang qui est venu, c'est un ministre plein d'un département régalien de souveraineté qui est venu. Deuxième table ronde, mars 2019. Qui a présidé la délégation algérienne? C'est un autre ministre des Affaires étrangères algérien. Amtal Lamamra, qui était encore ministre il y a encore 1 mois. C'est donc l'engagement d'un État. Alors, pour répondre à votre question, c'est parce qu'il y a une incohérence de la politique étrangère à l'endroit de la question nationale. Pourquoi avoir participé à un processus onusien de table ronde 2 fois, de manière formelle, avec des ministres des Affaires étrangères à chaque fois, et puis dire, à partir de 2020, à partir d'octobre 2020, dire « Ah oui, mais on récuse le processus de négociation des tables rondes en invoquant quel argument ?» Et on dit « Ah, c'est contre-productif », sans donner beaucoup de détails. Deuxième argument, ça limite le dossier du Sahara à une question régionale alors que c'est une question internationale. Le Maroc ne dit pas autre chose. Le Maroc dit que le dossier est posé au sein des Nations Unies. Le Maroc ne dit pas autre chose et le Maroc s'est toujours installé dans ce schéma onusien. Mais le Maroc dit que le problème et la solution, c'est avec Alger. Et c'est d'ailleurs, ça a été formalisé. Ça a été formalisé par le rapport du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Et qui affirme, déjà c'était juste avant la résolution, juste avant l'adoption de cette résolution 2654, dans ce rapport d'Antonio Guterres, il y a l'affirmation publique internationale visible du caractère bilatéral algéro-marocain et du rôle décisif joué par l'Algérie. Donc nous en sommes là, c'est-à-dire que finalement, pour compléter ce que je viens de dire, l'Algérie a-t-elle une politique cohérente et conséquente sur la question nationale? C'est pas le cas. C'est pas le cas. D'ailleurs, je vais plus loin, l'Algérie a-t-elle une diplomatie? Non, mais après, est-ce que c'est pas un changement aussi dans le pouvoir algérien qui fait que, effectivement, le poids des militaires est beaucoup plus sensible et beaucoup plus important, notamment sur la politique étrangère et la politique extérieure du pays? Vous acquiescez, professeur Abou Dahab? Pardon, je retourne aux questions 10 secondes, si vous permettez, pour dire l'Algérie a-t-elle une politique étrangère? Je vais vous donner un exemple rapidement. Regardez la politique arabe de l'Algérie. Non, mais parce que vous avez parlé des deux ministres des Affaires étrangères. Est-ce qu'ils avaient leur mot à dire? Peut-être maintenant, puisque des décisions qui sont traitées directement par le régime militaire et non par en fait, maintenant, la présidence, encore moins les ministres. Madame Khadija, vous avez soulevé un point très important parce que nous avons assisté à un changement de posture quasiment radicale, en dépit de... Et en plus de ce que Sisshimi vient d'ajouter, d'avancer, c'est très pertinent. C'est premièrement les événements de novembre 2020, l'intervention réussie des forces armées royales pour libérer le passage de Guelgaret,
Et donc, pour les Polisariens, c'était ça veut dire la rupture attendue. Et en fait, on savait que l'Algérie préconisait un plan de plus ou moins de déstabilisation du Maroc. Elle continuait dans sa stratégie d'endiguement pour couper le Maroc de son flanc sud et en même temps l'encercler et carrément l'isoler diplomatiquement, et sachant bien que l'IR a été provoqué lorsque le Maroc est revenu à sa famille institutionnelle en janvier 2017 à l'Union africaine. Deuxième élément, c'est la reconnaissance américaine actée, validée, publiée au journal officiel fédéral des États-Unis, et par ailleurs également la reprise des mécanismes de coopération du Maroc avec Israël, sans oublier d'omettre que 2019 était une date charnière parce qu'en même temps, il y a l'arrivée de M. Kais Saïd, avec qui l'Algérie avait noué un deal, et en même temps l'accès au pouvoir de M. Tebboune, le président actuel. Et malheureusement, nous sommes dans une sorte de stratégie de diversion parce que le Hirak algérien, pour l'atténuer, pour l'effacer, eh ben, on va choisir fabriquer un ennemi et accentuer de la sorte. Ceci dit, j'aimerais quand même rappeler, chers téléspectateurs, que ce n'est pas la première fois que l'Algérie sape tout processus. Revenons au plan Becker 1 2001, qui avait précisément souligné la centralité de l'autonomie substantielle reconnue par les grandes puissances à l'époque. Et voilà que l'Algérie, sous M. Bouteflika, qui sortait de la décennie noire, qui avait acté la paix civile, le plan de M. Bouteflika, avait dit non, niet. Et donc, on peut se poser la question aujourd'hui, quel rôle prochain de l'Algérie durant les tables rondes, sachant bien que historiquement, il y a toujours une trajectoire de rejet catégorique pour l'Algérie, pour le Polisario. En fait, c'est l'indépendance de notre Sahara, tout simplement, qui est recherchée, et ils iront toujours dans cette approche-là de déstabilisation, comme je l'ai dit. On voit ces résolutions, par exemple, dans le paragraphe de préambulaire numéro 4 de cette résolution 2654, il est clairement stipulé que le format des tables rondes est le seul cadre de discussion en vue de parvenir à une solution définitive aux différends régionaux sur le Sahara marocain. Alors, professeur Mohamed Badine Yatioui, dans ce cas de figure, quand il y a ce genre de blocage, est-ce que finalement l'ONU a une marge de manœuvre? Est-ce que cet envoyé particulier du secrétaire général de l'ONU pour le dossier du Sahara, est-ce qu'il a vraiment une marge de manœuvre pour pouvoir convaincre le voisin de l'Est pour éventuellement se joindre à ces tables rondes? La marge de manœuvre est très très limitée, très étroite pour l'envoyé spécial, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure et comme l'ont très bien aussi dit mes éminents confrères, on est face à une situation de blocage qui est quelque part voulue, c'est-à-dire que le régime algérien n'a pas de diplomatie. Il a essayé de développer dans les années 60-70 une diplomatie tiers-mondiste, on va dire, et il a été incapable, à partir des années 90, de la chute du mur de Berlin, de la fin de l'URSS et de ses problèmes internes, on se souvient de la décennie noire, de remettre en place une diplomatie, on va dire, active et consciente des enjeux. Et donc, on est face à un problème vraiment de fond. C'est-à-dire que pour nous, c'est la question nationale qui est bien entendu, et c'est tout à fait logique, au cœur de nos préoccupations, mais on est face à un régime vraiment qui a une incapacité à comprendre les enjeux contemporains. Donc c'est très difficile aussi, avec le poids de l'institution militaire et le poids du renseignement militaire qui ne fait que croître en Algérie, de voir la diplomatie algérienne à l'avenir finalement sortir de ses contradictions et sortir aussi d'une forme d'impasse. Et ça bloque malheureusement les ambitions du Maroc à l'ONU, puisqu'on voit que sur le plan bilatéral, le Maroc gagne tous les jours de plus en plus de points. Il y a de plus en plus de pays dans différentes parties du monde qui soutiennent l'initiative marocaine et le plan d'autonomie, qui continuent de dire que c'est la seule solution crédible, c'est la seule solution pragmatique, c'est la seule solution politique à ce conflit artificiel. Donc on a ce problème-là, et parmi les membres permanents du Conseil de sécurité, on voit bien que petit à petit, les États-Unis sont clairement en faveur du Maroc, mais il n'y a pas les leviers pour le moment pour essayer de faire pression sur le régime algérien et lui permettre de changer de posture. Et ça, c'est un problème puisque au sein du Conseil de sécurité, on a cet envoyé spécial qui n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, et on a aussi l'Algérie qui cherche finalement à gagner du temps en permanence, et c'est assez triste. Il y a des membres permanents, puisque vous parlez des membres permanents.
Mohamed Badiliati, oui, je me permets de vous interrompre. Il y a des membres permanents qui pourraient justement avoir leur mot avec l'Algérie, puisque effectivement certains membres permanents ont enterré entre guillemets la hache de guerre avec l'Algérie. Pourquoi n'agissent-ils pas en faveur de la reprise des négociations et de ces tables rondes? Il y a vraiment une question à se poser. Et ça arrangerait tout le monde. Oui, bien sûr que ça arrangerait tout le monde. Maintenant, la question, c'est que parmi les membres permanents, on sait que les Américains, on l'a dit plusieurs fois, ont une position qui est pro-marocaine et qui est très bonne pour nous. Et c'est tant mieux. D'un autre côté, on a le Royaume-Uni qui se laisse un peu désirer, mais on peut espérer prochainement un changement de cap. C'est à espérer. La Russie, faute de mieux, j'ai envie de dire, sa position, finalement, on peut difficilement avoir mieux vu les incointances, on va dire, entre Alger et Moscou. Mais le véritable acteur, et je pense que c'est à celui-là que vous faites référence, c'est la France. Mais on a un président français, Emmanuel Macron, qui a, je pense, une méconnaissance totale du dossier, qui a aussi des conseillers qui ont une méconnaissance totale du dossier et une méconnaissance totale des enjeux liés au dossier. Et ça, c'est un véritable problème, je pense, aussi pour contraindre Alger à changer de position. Et aussi, quelque part, à ce que Paris ait une diplomatie beaucoup plus claire et une position beaucoup plus claire concernant le Maroc. Et ça, c'est un véritable problème. Je pense que le changement générationnel au sein du Quai d'Orsay, mais aussi à l'Élysée, et au-delà même du président Macron, son entourage, on voit comment le Sénat, où il y a une autre génération, il y a des sénateurs, certains d'entre eux qui comprennent très bien les enjeux, essayent quelque part de rééquilibrer la relation. Malheureusement, la politique étrangère française est se faisant de plus en plus à l'Élysée. Des fois, ça peut servir les intérêts du Maroc sous certains présidents, mais avec ce président-là, malheureusement, je ne pense pas, même au sein de ce deuxième mandat, qu'on ait une bonne surprise. J'espère me tromper, mais je ne pense pas qu'on ait une bonne surprise face à la méconnaissance vraiment profonde du dossier, que ce soit chez lui ou chez ses conseillers. Oui, c'est dommage parce que la dynamique en faveur du plan de l'autonomie tel que présenté par le Maroc en 2007, dynamique internationale, notamment européenne, il y a beaucoup de pays européens voisins et même alliés de la France qui se sont engagés dans ce processus parce que la logique diplomatique, mais la logique tout court, veut que ce soit la solution à ce différend régional qui, effectivement, dont les ondes de choc vont au-delà des frontières de la région, vont à l'international. Professeur Sahimi. Question, vous avez parlé de logique. Il n'y a pas beaucoup de logique dans la conduite des relations internationales. Sinon, ça dépend de qui. Hein. Sinon, nous aurions une histoire rationnelle, pacifique, où tout le monde aimerait tout le monde. Ce n'est pas le cas. L'histoire est tragique, donc il faut le rappeler. Alors, sur la position des membres du Conseil de sécurité, c'est vrai, les États-Unis, je n'y reviens pas, il y a un soutien qui est marqué, qui est là, qui pèse. Le soutien du Royaume-Uni est un soutien compréhensif avec une tonalité positive. Voilà. Pour ce qui est de Moscou, c'est une neutralité, aujourd'hui, une neutralité passive. Précédemment, ils s'étaient opposés à la résolution 2602 en particulier, parce qu'ils avaient estimé que la position américaine est une position brutale de soutien à la marocanité, qu'ils avaient invoqué le fait que ce n'était pas conforme au principe du droit international. Cet argument ne ressort plus aujourd'hui. La position de la Chine est une position de compréhension positive, une neutralité, mais compréhension positive. Il reste le cas de Paris. Alors, il faut noter qu'en octobre dernier, l'ambassadeur français à New York avait soutenu la résolution 2654, il faut lui en donner acte, mais il n'avait pas fait d'interprétation de la position de son pays. Contrairement à la tradition, vous savez que vous pouvez vous voter, vous avez la possibilité d'expliquer pourquoi vous votez dans tel ou tel sens, etc. Donc c'est un régime, un soutien à minima. C'est le cas aussi cette fois-ci au Conseil de sécurité où l'ambassadeur français a été bref, parce que c'est ce qu'on nous dit, il a été bref.
Et donc, il ne faut pas s'attendre, me semble-t-il. On parle des consultations qui sont tenues à huis clos. Oui, on commence à avoir quelques petits scoops avec vous. Voilà, il a été bref. C'est ce qu'on m'a dit. Voilà. C'est ce qu'on m'a dit, il a été bref. Donc là encore, service minimum. L'hypothèse débattue par mon collègue et vous-même, c'est est-ce qu'il y aura possibilité d'infléchissement de la position de Paris sur la question nationale? La barre est mise très haut par le Maroc, vous savez, Sa Majesté l'a réitéré à plusieurs reprises, c'est-à-dire nous aurons des relations diplomatiques à l'aune et au prisme de la position de chacun de nos partenaires sur la question nationale. Est-ce que le président Macron a du jeu, une latitude de manœuvre? Je ne le crois pas. Je ne crois pas qu'il y ait un infléchissement à attendre de Paris sur la question nationale. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Est-ce qu'il y a des prémices? Est-ce qu'il y a des... Bon, la réponse, on la connaît, mais je vais juste insister. Le premier élément pour répondre à votre question, c'est qu'il y a un déficit d'appréhension des termes de la question nationale par le président Macron et l'équipe qui s'occupe de la question nationale à l'Élysée, pas le Quai d'Orsay. Le Quai d'Orsay a une approche beaucoup plus ouverte et plus conséquente. Bon, bien. Premier élément, vous savez, c'est important, quand vous ne connaissez pas un monde et l'histoire... C'est ce que disait professeur Badine Liati, oui. C'est-à-dire que ni Macron ni ses équipes ne connaissent réellement parce que leur cursus, leur univers géopolitique, diplomatique, il est ailleurs. Ils ne connaissent pas la décolonisation, les conditions dans lesquelles les choses se sont faites. Deuxième élément, c'est que le président Macron, me semble-t-il, s'est mis dans une équation fermée avec le président Tebboune et l'Algérie, qui fait qu'il n'a pratiquement pas de marge de manœuvre pour infléchir dans quelque sens que ce soit la position de française. Alors, puisque vous parlez de marge de manœuvre ou qu'il n'a pas le choix, c'est bien la France qui a annoncé que la visite attendue pour début mai du président algérien allait être repoussée. Ah oui. Ce n'est pas l'Algérie. Donc finalement, la France quand même garde un peu le contrôle dans cette relation avec Alger. La visite du président Tebboune était prévue le 2-3 mai. Nous sommes à 2 semaines, il faut bien que les choses... C'est exclu pour 2 raisons. C'était exclu pour 2 raisons. La première, c'est que la situation des manifestations en France à part ailleurs n'est pas stabilisée. Vous avez vu comment est accueilli le président français chaque fois qu'il sort de l'Élysée. Ce n'est pas notre affaire, mais il faut le dire. Mais de toute façon, il allait le recevoir à l'Élysée. Deuxième point, il était prévu dans l'agenda protocolaire de cette visite du président Tebboune, tenez-vous bien, la descente des Champs-Élysées, les 2 chefs d'État dans une voiture décapotable. Alors imaginez les manifestants ne ratant pas cette occasion de huer le président Macron et, pour ce qui est de la communauté algérienne et autres, de huer en même temps le président Tebboune. En fait, ni l'un ni l'autre ne peut descendre dans les rues de son propre pays au calme. Enfin, sans recevoir les huées, voire plus... C'est pour ça que je voudrais contrairement à ce que des collègues avancent, je ne crois pas à l'infléchissement prévisible de la position de Paris sur la question nationale, compte tenu des contraintes majeures qui pèsent sur la diplomatie française. Et compte tenu du fait que le président Macron s'est mis, je l'ai dit, dans une équation fermée. Alors, outre la France, je parlais justement de cette dynamique, de cette... il y a eu cette vague européenne d'adhésion au plan d'autonomie tel que proposé par le Maroc. Peut-être revenir là-dessus avec vous un peu pour rappeler les pays qui ont adhéré, professeur Abou-Dahab, à ce plan d'autonomie qui l'encourage. Tout à fait, par cercle concentrique, comme on le dit en doctrine diplomatique marocaine. Et nous sommes à la veille de la commémoration de la Journée nationale de la diplomatie le 26 avril. C'est pour bientôt. Et donc, l'Espagne, il y a l'Allemagne, le Néderlande, même la Serbie, il me semble, ainsi que d'autres pays. Je pense qu'il y a un consensus international. Comme on le dit, nous, en droit international, ça me rappelle René Jean Dupuy, le grand René Jean Dupuy, le passage de la coutume sauvage à la coutume sage. En fait, il y a ce qu'on appelle le processus de codification. Vous avez des pratiques qui sont ancrées. Il y a 2 éléments, l'élément matériel et l'élément psychologique. L'élément matériel, c'est la répétition dans le temps et dans l'espace de pratiques internationales qui deviennent avérées. Ce sont donc les comportements des États par rapport à des faits. Et par ailleurs aussi, la croyance dans ce qu'on appelle l'opinion juriste, c'est-à-dire
que cette pratique relève du droit international. Rappelons une chose aussi importante, que lorsqu'on parle des sources du droit international, il n'y a pas que les traités, il n'y a pas que l'écrit. La coutume vient en seconde position, mais parfois on dit qu'il n'y a pas de hiérarchie de normes en droit international. Le juge pourrait aller directement puiser dans le référentiel coutumier pour solutionner des problématiques qui se posent aujourd'hui, sans parler des principes généraux de droit, sans parler de la jurisprudence, sans parler de l'équité qui est un principe majeur, sans parler également des actes unilatéraux des États. Les États-Unis, c'est par acte unilatéral qu'ils avaient reconnu la marocanité, la pleine marocanité du... Maintenant, ce qu'il faut, à mon sens, c'est en plus, c'est la compétence exclusive du Conseil de sécurité en ce qui concerne la supervision du processus dit politique. Ça a été dit d'emblée. Ça veut dire solution mutuellement acceptable. On en connaît la suite, d'accord ? Mais par tradition, par conformité avec sa logique, l'ONU devrait à un moment donné se conformer avec ses principes tels qu'ils découlent de la Charte des Nations Unies. Par exemple, le respect, article 1er, paragraphe 2 du droit à l'autodétermination, mais celui-ci a évolué. On peut même parler de l'autodétermination interne. Malheureusement, le régime algérien est enfermé dans une doctrine qui est surannée aujourd'hui et qui ne prend en considération que les questions formelles, purement formelles. Aujourd'hui, quelle est la valeur d'un principe qui n'a pas de substratum sociologique et opérationnel? Parce qu'au final, quels sont les perdants? Ce sont les gens qui se trouvent encerclés à Tindouf et malheureusement qui sont éduqués sur la base de la haine du Maroc. Et on peut imaginer le scénario de déflagration de la situation plus tard. Pourquoi l'Algérie ferme les frontières terrestres depuis 1994? Sa Majesté l'a dit, réitéré. Il n'était pas à l'époque chef de l'État marocain, roi du Maroc, et le président actuel n'était pas président, donc nous ne sommes pas responsables de la situation. Cela veut dire qu'il y a une phobie profonde et une doctrine précisément. Je dis tout à l'heure l'endiguement, mais on peut parler d'autre chose parce qu'on n'a pas suffisamment le temps. Les alternatives additionnelles, il faut que le Maroc frappe très fort au niveau du Conseil de l'Europe, par exemple, dont nous sommes membres au niveau de l'Assemblée consultative. Pourquoi pas au niveau même de l'Union africaine? Mais ce sont des compléments au niveau de la Ligue arabe pour réunir le consensus nécessaire et passer peut-être à une sorte de résolution qui pourrait être prise au sein de l'Assemblée générale des Nations unies sur la base de cette coutume qui s'est cristallisée et qui pourrait donner lieu à des résolutions qui sont fermes, à mon avis. C'est mon point de vue. Alors, il y a une nomination, parce que vous avez évoqué l'Union africaine, il y a une nomination qui a donné des sueurs froides au régime algérien. Revenons-y justement, parce que c'est d'actualité aussi, professeur Aboudahab. Une tempête dans une tasse de café. Alors, il s'agit précisément de Madame Amina Selman. Dieu merci, un communiqué de l'UMA, du secrétariat général, et mon ami Sissami, certainement, on a beaucoup d'éléments, qui précise et met les points sur les i. Il a rappelé que l'Algérie ne s'est pas acquittée de ses obligations financières depuis 2016. Au niveau de l'UMA. Vous vous rendez compte, Madame Khadija? Deuxièmement, qu'elle a retiré ses diplomates, le dernier étant en juillet 2022. Oui. Et par ailleurs, en fait, quand elle a été nominée, non pas en tant que Marocaine, mais en tant que représentante du secrétariat, jusqu'à une date récente, elle occupait le poste de directrice des affaires économiques et financières. Et voilà donc l'Algérie qui parle de le nécessaire respect des intégrations, etc., ce qu'on appelle les communautés économiques régionales, les 8 qui sont considérées comme les piliers de l'Union africaine et qui œuvrent pour la réalisation de l'agenda 2063, une nomination légale, nommée par le secrétaire général, jusqu'à preuve du contraire, M. El Bekouch, de nationalité tunisienne, et par ailleurs, les lettres d'accréditation le 13 avril dernier ont été remise à M. Moussa Faki en sa qualité de président de la Commission de l'Union africaine. Ça a provoqué l'ire des Algériens, un communiqué qui tombe avant-hier. Franchement, c'est out complètement. Et ça me rappelle la réaction algérienne à la suite de la tenue de la conférence internationale sur Daesh en mai 2022. Alors on peut dire quelles sont les règles de bienséance, de protocole, de bon voisinage, d'amitié, de coopération. Non, mais franchement, et de diplomatie. Il devait avoir, la journée bientôt, il devait avoir en ce mois sacré de Ramadan. Ça témoigne bien de ce qu'on disait ici. C'est quand même l'isolement de l'Algérie. Pourquoi vous dites cela? Parce que nous sommes objectifs, sur ce plateau, nous parlons faits, nous sommes factuels. Si l'Algérie n'était pas isolée, il y aurait eu un processus de contact pour arriver à désigner un profil autre de représentant de l'UMA auprès de l'Union africaine. Ah. Eh oui,
Le secrétaire général de l'UMA, Bakouche, qui est ancien ministre des Affaires étrangères tunisien, etc., il a fait son job. Il a désigné donc une diplomate de qualité d'ailleurs comme représentante de l'UMA au sein de l'Union africaine. Je dis que l'Algérie isolée, pourquoi? Regardez dans les conditions dans lesquelles se prépare le sommet de la Ligue arabe à Riyad, qui est prévu le 19 mai. C'est quelque chose d'invraisemblable, d'humiliant. Pourquoi? D'ordinaire, c'est le président sortant du sommet arabe, en l'occurrence le président algérien Majid Tebboune, qui s'occupe des préparatifs du sommet suivant, qui a été fixé à Riyad. Or, il a été complètement écarté. Il n'y a pas été associé. Il y a eu une réunion entre les pays du Golfe, l'Égypte, la Jordanie, pour la réadmission de la Syrie. Il n'a pas été associé. Et donc, ça prouve bien que l'Algérie n'a aucun crédit, que sa voix ne porte pas même pour ce qui est des questions arabes, où ce pays avait tant fait pour avoir le sommet arabe en novembre dernier, etc. Autre point que je voudrais relever, ça a été débattu à huis clos lors de la réunion du Conseil de sécurité avant-hier, donc le 19, c'est un certain nombre de choses. La première, c'est le soutien réaffirmé à Staffan de Mistura pour relancer le processus avec l'idée... Ça a été débattu d'une table ronde vers l'été. Deuxième point lié à ce processus-là, une visite. Vous savez qu'il est persona non grata, il n'est pas reçu à Alger. Il n'a pas été reçu à Alger depuis 14 mois, exactement. Eh oui, il n'est pas reçu. Il y a eu une annonce de sa visite, mais qui a été repoussée, puis repoussée, puis repoussée. Oui, voilà. Mais et qui n'a jamais eu lieu. Qui n'a pas eu lieu. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il n'a pas fait de visite dans la région. J'ajoute un point. Savez-vous que l'Algérie n'a pas d'ambassadeur en titre auprès des Nations Unies aujourd'hui? Il y a un chargé d'affaires. Oui. Que dites-vous? Je donne des faits. Moi, je travaille sur des faits. Oui. L'Algérie, jusqu'à aujourd'hui, a un chargé d'affaires aux Nations Unies, et il est question de nommer un ambassadeur qui serait l'ambassadeur algérien à Bruxelles, Ali Moukran, pour les prochaines semaines. Pourquoi? Parce qu'à partir de juin, au Conseil de sécurité, va être examinée la question du mandat des nouveaux membres du Conseil de sécurité pour 2024-2025. L'Algérie est candidate dans le cadre de la répartition géographique. Vous savez, il y a des quotas, Afrique, Europe orientale, Asie, etc. Et il semble bien qu'il y ait un accord en pointillé pour que ce soit l'Algérie qui soit représentante du groupe Afrique. Eh bien, il faut bien qu'il y ait un ambassadeur pour faire le job, pour faire ce qu'il faut, etc. C'est vous dire que c'est une diplomatie qui est conduite dans des conditions chaotique. Regardez les conditions dans lesquelles Abdallah Madra a été évincé il y a un mois. Il a été mis au placard pendant 2 mois. Oui. On a nommé un secrétaire général, le fameux Ammar Blami, vous savez, qui est connu pour ses outrances verbales et ses fantasmes à l'endroit du Maroc. Il n'a que ça. Quelqu'un qui vit avec les fantasmes du Maroc. C'est de se dire que finalement, ce pouvoir algérien ne nomme que les personnes qui montrent au grand jour leur haine envers le Maroc. Oui, et là, ce sont des représentants de la politique extérieure. Il n'y a pas que le Maroc. Vous avez raison, mais il y a un fantasme Maroc, il y a une hystérie Maroc. C'est obsessionnel. Et donc, ils n'ont que ça parce qu'ils ne sont pas capables de s'ouvrir sur les mutations du champ international, du système international, avec tout ce qui se passe comme recomposition régionale en Asie, en Europe, etc. Il y a également un dernier point que je voudrais évoquer, c'est que il y a une situation qui est condamnée par le Conseil de sécurité, la majorité des membres du Conseil de sécurité, c'est-à-dire il n'est plus question d'accepter qu'un processus onusien consacré par le Conseil de sécurité dans toutes ses résolutions soit otage du blocage du mouvement séparatiste et de l'Algérie. C'est une situation qui n'est plus acceptée, qui n'est plus acceptable par la communauté internationale, avec le fait que le mouvement séparatiste se mette hors cessez-le-feu. Vous savez, depuis le 13 novembre 2020, ils ont dit qu'ils n'allaient pas respecter le cessez-le-feu et donc ils multiplient les actions dans ce sens. Je vais donner une information. Il y a 2 jours, le mouvement séparatiste publie, tenez-vous bien,
le communiqué numéro 765. Depuis quand? C'est depuis un an. Oui, depuis un an. Depuis un an, voilà, il faut préciser, parce que sur la communiqué reprise, numéro 765 que depuis un an, c'est-à-dire... sur la reprise de la guerre contre le Maroc. Moi, j'ai le communiqué. Oui, je l'ai vu. C'est pour vous dire que nous vivons dans un monde de fantasmagorique. C'est 2 communiqués par jour. Hein. Voilà, oui, des opérations. Ils ne donnent pas de date, ils ne donnent pas de photos, ils ne donnent pas, etc. Mais c'est des communiqués. Ouais. Donc ça, c'est important. C'est un mouvement séparatiste qui ne respecte pas les décisions du Conseil de sécurité. Il faut que ça soit dit et répété. Et donc, il a droit à des mesures de la part du Conseil de sécurité, comme l'a suggéré mon collègue. C'est-à-dire qu'il faut bien que le Conseil de sécurité décide un jour de mettre le holà à cette pratique-là. Mais surtout qu'il bloque aussi le travail de la MINURSO, parce que, rappelons-le, cette réunion à huis clos, elle concernait aussi le travail de la MINURSO, et il s'agissait aussi de consultations avec la MINURSO. Vous avez raison, elle était bloquée depuis 2 ans, ils avaient bloqué les circuits d'approvisionnement en essence, d'approvisionnement alimentaire, si bien que l'approvisionnement des éléments de la MINURSO ne pouvait se faire que par hélicoptère. Et en plus, ça ne permet pas à la MINURSO d'exercer la plénitude de son mandat, qui est le suivi et l'observation du respect du cessez-le-feu. Exact. Enfin, un dernier point. Il faudra bien que l'Algérie soit clouée au pilori. C'est-à-dire que c'est un pays qui se situe hors résolution du Conseil de sécurité, qui n'accepte pas un processus onusien qui fait l'objet de résolution de la haute instance onusienne. Il faudra bien un jour, moi je plaide dans ce sens, il faudra bien un jour que le Conseil de sécurité aille un peu plus loin, plutôt que la gestion semestrielle de cette question nationale. D'autant que ça a un coût financier. La MINURSO a un budget annuel 64 millions de dollars. Eh oui, ça fait quand même 42 ans que ça dure. La MINURSO a été installée en septembre 1991. C'est une charge improductive qui ne conduit pas à un processus de paix. Et la mission des Nations Unies, ce n'est pas de nourrir une force de maintien de la paix ad vitam aeternam. Vous me direz que ça existe ailleurs. Ça existe à Chypre depuis 1974, au Liban depuis les années 80, etc. Mais pour autant, il faudra bien arriver à une solution, d'imposer finalement une solution du Conseil de sécurité que malgré l'hostilité, l'opposition d'Algérie et du mouvement séparatiste. Et rappelons aussi ce rapport de l'Office antifraude de l'Union européenne qui avait pointé encore une fois ce détournement méthodique auprès des populations des camps de Tindouf, des aides humanitaires qui leur sont destinées et qui devraient aussi interpeller la communauté internationale par rapport aux pratiques anti-humanistes qui se font dans cette région. Je voudrais clore peut-être ce débat, Mohamed Badil Yatioui, sur un point très important. Professeur Sahimi a évoqué ces changements, ces mutations qui sont en train de s'opérer, notamment dans la proche Moyen-Orient, la Chine qui joue aujourd'hui un rôle, et il faut le dire, important dans l'échiquier diplomatique mondial, les États-Unis qui aussi bougent leurs pions, histoire de rattraper peut-être quelques retards enregistrés, notamment en Afrique. Comment tout cela, toute cette dynamique, cette dynamique supersonique, parce que ça se passe tellement vite, pourrait effectivement ou éventuellement impacter le processus politique et peut-être même accélérer ou pas le retour aux tables rondes avant, surtout le mois d'octobre, donc peut-être date d'une nouvelle résolution de l'ONU. Je pense qu'il faut prendre en compte ces différents aspects que vous avez très bien évoqués, le rôle croissant de la Chine dans les relations internationales, dans des zones, dans des régions où elle était plutôt absente historiquement, et elle est en train de prendre une très grande place au Moyen-Orient, et notamment dans sa relation avec les pays du Golfe, mais pas seulement. En Afrique, ça fait déjà maintenant plusieurs années, et j'ai envie de dire 2 décennies qu'elle s'est fortement implantée. En Amérique latine, dans toute l'Amérique du Sud, les investissements chinois ont dépassé les investissements américains. Il ne reste plus que l'Amérique centrale et le Mexique comme chasse gardée, mais pour des raisons évidentes de proximité géographique, et c'est une question de sécurité nationale pour peut-être les le États-Unis. Venezuela, mais pas sûr. Peut-être le Venezuela.
si Venezuela, cette administration Biden réussit à rétablir les relations avec ce pays, parce que je pense que c'est la clé de voûte de beaucoup de poids. À voir. À voir. Avec l'équilibre qu'il va falloir trouver pour les Américains avec la Colombie qui est passée à gauche avec Petro, et c'est la première fois de l'histoire que les Colombiens ont un président de gauche. Ouais. Donc ça pose aussi un problème, notamment au Pentagone, mais aussi au département d'État. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on est face à une nouvelle dynamique et le Maroc devrait aussi, je pense, il le fait déjà, mais il devrait appuyer là-dessus, penser aux membres non permanents. Parce qu'on a beaucoup parlé des membres permanents à juste titre, ce qui est normal, puisqu'ils ont cette possibilité de mettre un veto, mais on a des membres non permanents. Et actuellement, j'ai envie d'en citer juste deux. On a le cas du Brésil, on a le retour de Lula. Le précédent président Jair Bolsonaro était assez favorable à la position marocaine, donc c'était quelque chose de positif. Lula, lors de ses premières présidences entre 2003 et 2010, avait été, on va dire, pas contre le Maroc, contrairement à son parti, qui est historiquement le Parti des travailleurs, et notamment Dilma Rousseff avait une position beaucoup plus ambiguë vis-à-vis de notre intégrité territoriale. Je pense que Lula a envie de s'investir. On l'a vu, il a fait une tournée en Chine, il est aux Émirats arabes unis, et il cherche à s'impliquer notamment dans le conflit ukrainien et à chercher une médiation à trois, à voir si ça fonctionne avec les Chinois et les Émiratis, cette médiation à trois dans le conflit ukrainien. Mais en ce qui nous concerne, le Brésil est membre non permanent. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit prendre en compte, c'est quelque chose qu'on doit aussi penser. Et la politique marocaine vis-à-vis de l'Amérique latine doit prendre en compte cet aspect-là. C'est-à-dire que le Brésil, c'est un pays qui est très important. Et Lula, cette ambition diplomatique globale qu'il avait déjà démontrée il y a 20 ans et qu'il cherche à remettre en place. Ça, c'est une première chose. Et l'autre élément, c'est les Émirats arabes unis. On a les Émirats arabes unis qui sont des alliés traditionnels du Maroc, qui ont une position très claire. Il y a un consulat émirati dans les provinces du Sud. Et je pense qu'il faudrait continuer à s'appuyer là-dessus et à l'avenir aussi avoir quelque part une dynamique avec les membres non permanents. Parce qu'on voit qu'il y a des changements géopolitiques qui se mettent en œuvre. Et quelque part, essayer de s'appuyer sur la Chine d'une autre manière, à réfléchir. À réfléchir. Et nous allons certainement y revenir dans une autre émission avec vous, Mohamed Badiliatioui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et puisque vous parlez du Brésil, des Émirats arabes unis ou d'autres pays, il y a aussi le Gabon, membre non permanent et grand ami du Maroc. Et je voudrais juste répondre pour ce que vous disiez tout à l'heure, Mostafa Sahibi, qu'il n'y a pas de logique dans la diplomatie, mais une logique dans l'économie, et c'est celle des intérêts. Merci beaucoup, Mostafa Sahibi. Et la logique économique dépasse de loin celle diplomatique, et on le voit aujourd'hui. Merci beaucoup, Zakaria Bouda. Merci à vous également. Et merci à vous et nos meilleurs vœux. Je me joins à toute l'équipe de Médien TV pour vous souhaiter Eid Mubarak Saïd, Bashmakat Minna, Inch'Allah. Très bonne soirée à tous.